Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de cette série d'intersaisons où on parle de toutes les intersaisons des franchises NFL. Et pour ce faire aujourd'hui, on va parler des New England Patriots. Et donc qui dit Patriots chez nous dit PA, donc salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas ? Écoute, on va très très bien, on va enfin parler de la meilleure équipe de la ligue, donc voilà, je trépigne d'impatience de pouvoir en parler. J'imagine, je sais pas quand est-ce qu'on en parle, mais je crois pas que c'était aujourd'hui. On va pouvoir parler des Patriots. On s'était retrouvés dans le dernier épisode déjà tous les deux quand on avait parlé des Panthers. On avait annoncé les Bears. Au final, ce sera un petit peu plus tard. Ce sera la semaine prochaine les Bears pour ceux qui écoutent l'épisode. Donc voilà, ce sera plutôt la semaine prochaine. Aujourd'hui, on parle des Patriots et donc on est accompagné également par Romain. Gérant du compte Twitter Patriots France. Salut Romain, comment vas-tu ? Salut Alex, salut PA. Ça va très bien. Écoutez, c'est un plaisir de parler de la franchise qui est actuellement en transition, en chantier. On sait pas trop. On va voir ça tous ensemble. C'est un petit peu la surprise de la saison. C'est ça, mais ça va être très intéressant, franchise quand même, mais une des meilleures franchises de l'histoire. On ne sait pas si on a envie de dire la meilleure, je pense qu'avec vous allez me dire la meilleure franchise de l'histoire, j'imagine, mais en tout cas la plus titrée. Donc c'est toujours intéressant de parler de ces équipes, et encore plus quand on est dans une équipe en transition. Est-ce que Romain, tu as envie de te présenter un petit peu plus pour les différents auditeurs et viewers du podcast ? Écoutez, je suis Romain, je suis le CM de Patriots France depuis 2013. J'ai créé le compte, alors c'est assez marrant parce que il y a avec ce qui est sorti récemment, si vous avez regardé sur la série d'Apple Plus sur les Patriots, vous avez pu voir qu'il y a un épisode qui est consacré à l'affaire Aaron Hernandez. Ben, il se trouve que justement j'ai créé le compte de mémoire 2-3 semaines avant l'affaire Aaron Hernandez. Donc c'était un des premiers trucs sur lesquels j'ai commencé à gagner des followers. Donc c'est une histoire assez rigolote de circonstances. Et sauf que moi ça c'est un peu comme le mème de Chirac. C'est au début ça m'a fait rire et puis après ça ne m'a pas fait rire. Dans un premier temps ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps je n'ai pas souri. Parce que c'était vraiment... oui, c'était deux salles, deux ambiances. C'était terrible. C'était on perd un de nos meilleurs joueurs. On n'a déjà pas de receveur. En plus, c'est une intersaison très compliquée. C'était assez drôle. Et petit à petit, la communauté s'est créée. Les gens se sont ajoutés, puis maintenant j'ai même un podcast que je partage avec Hugo, Alex, avec Hugo, Matt, et puis même Alan qui est actuellement aux États-Unis, qui est scout et entraîneur assistant pour l'université de Santa Clara en basket, donc je lui fais un petit coucou aussi. On a créé un pod ensemble et on commence à créer du contenu un petit peu plus comme vous pour essayer de proposer plus de contenu à la communauté. Comment s'appelle le podcast ? On l'a appelé le pod de Patriots France, tout simplement. Voilà. Vous pouvez le trouver à peu près partout. Très bien, très simple. Écoutez, s'il y a d'autres fans des Patriots qui écoutent ça, vous pourrez le retrouver. Romain, tu nous enverras le lien et on mettra ça dans la description. Et puis sinon, vous pouvez également retrouver Romain à @Patriots France. Je suis sûr que tu partages tous les épisodes une fois qu'ils sortent. Yes. Très bien. Du coup, pour aujourd'hui, on fait le même format que les différents autres jours. On va faire un retour chiffré sur la saison 2023. Un peu le ressenti de la saison. On a 2 fans cette fois-ci, donc on va voir si vous avez ressenti la même chose. Je pense globalement tous les fans ont dû ressentir la même chose cette saison. Ensuite, on va partir sur l'intersaison avec les différents besoins et le cap qui était assez énorme lors de cette free agency. Pour parler de la free agency, de la draft, et ensuite faire un petit tour sur 2023. Sur 2024, pardon.
Pour la saison 2023, du coup, vous avez fini en 4-13 avec une saison pas tranquille, mais un peu, on va dire, homogène, j'ai l'impression, dans des matchs un peu difficiles, avec des victoires quand même assez intéressantes. Je sais pas, PA, si tu as envie de commencer sur ton ressenti sur la saison. Moi, en tant qu'externe, je t'avoue que j'ai pas regardé beaucoup de matchs des Patriots. Les seuls que j'ai regardés, c'était contre Miami. Mais sinon, c'était pas l'équipe qui me faisait particulièrement rêver. Même si avec un début de planning ultra compliqué avec les 4 premiers matchs, vous êtes en 1-3 en ayant 3 matchs assez serrés. Voilà, je sais pas ce que toi t'as pensé de la saison. Au-delà de la saison, déjà, on avait 2 attentes principales. C'était l'évolution de Mac Jones pour sa 3e saison, et puis le changement de coordinateur offensif, puisqu'on avait Matt Patricia en 2022, et ensuite on a eu Bill O'Brien l'année dernière, qui ressemble un petit peu plus à un coach offensif. Donc on espérait des plans de jeu plus adaptés, des tracés pour nos receveurs pour les mettre un petit peu plus ouverts. Donc il y avait cette attente-là. On savait que la défense était performante déjà en 2022. On attendait la même chose en 2023 avec des ajouts à la draft. Donc, on va pas dire ultra optimiste, mais voilà, je dirais milieu de la ligue, ça nous correspondait bien, un 8-9 ou un 9-8. Il s'avère que ça n'a pas du tout été le cas, que Mac Jones n'a pas progressé. Je dirais même qu'il a régressé dans sa technique et je pense qu'il a aussi été cassé mentalement par tous ces changements de coaching offensif notamment. Comme tu disais, le début de saison un petit peu serré en termes de score face à des grosses équipes, et du coup on avait l'impression de partir sur de bons rails. Il y a eu une très bonne première mi-temps contre les Jets sur le match 3 ou 4. Et d'un coup d'un seul, on ne sait pas trop pourquoi, sur la deuxième mi-temps, on a commencé à faire n'importe quoi, et en fait c'était beaucoup plus réaliste de ce qu'on allait proposer durant la saison. On a eu des victoires un peu inattendues, je dirais, contre les Broncos et les Bills. Les Steelers, c'était aussi un match serré. Et puis voilà, on a clôturé l'ère Belichick et notre saison par une défaite contre les Jets. Donc le rival historique de Belichick, sous un match dantesque, sous une neige dantesque. Mais voilà, je pense qu'on pourrait en dire encore beaucoup, mais je pense que ça vaut le coup pour nous de tourner la page 2023. Il y a eu énormément de changements, et de se projeter sur 2024 sur ce qu'on va appeler du coup une nouvelle ère. Romain, toi de ton côté. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit PA. On attendait une saison difficile parce qu'au niveau du calendrier, en fait, on savait par rapport aux saisons précédentes qu'on avait un calendrier, même en ayant terminé 3e de la division, on savait qu'on avait un calendrier qui, avec le roulement qui se fait naturellement avec année après année, on avait une accumulation de facteurs qui faisait qu'on allait jouer un calendrier plus difficile que les années précédentes, quand bien même on aurait eu une bonne équipe. On savait que là, ça tombait, c'était pas de chance, ça tombait pas la bonne saison pour avoir un calendrier aussi difficile. Et c'est vrai que malgré tout, en début de saison, on s'est dit, peut-être que, après tous les matchs sont assez serrés, peut-être que c'est juste que l'attaque, elle a du mal à se remettre de la saison 2022, peut-être que tout simplement, il va falloir un peu de temps, après tous les matchs sont serrés, ça va finir par le faire, et en fait, pas du tout, comme l'a dit PA, en fait, c'est le niveau réel de l'équipe, et on s'en est assez vite rendu compte quand on a vu les performances de Mac Jones qui ne s'amélioraient pas. On a vu que, au-delà de ça, il y a commencé à y avoir énormément de fuites internes, ce qui était jamais le cas avant. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue, mais les problèmes appellent des problèmes, et ça fait un effet boule de neige. Et en fait, oui, on en est arrivé à une fin de saison avec une défaite contre les Jets dans un match qui, en fait, c'est terrible à dire. J'étais le premier à dire que moi, j'espérais une défaite simplement pour le draft pick, parce qu'en fait, on pouvait pas se permettre de laisser passer entre guillemets cette occasion d'avoir un pick dans le top 3. Et donc d'avoir potentiellement un choix sur un quarterback premium. Et tant pis. Et après, ce qui advenait de Bill Belichick, c'était quasiment secondaire, mais en fait, c'était complètement logique, puisqu'il
le principe de base de Bill Belichick avec les joueurs, ça a toujours été de s'arrêter avant, d'anticiper avant qu'un joueur ait une baisse de forme. Il a malheureusement pas été le cas, lui, de voir sa propre baisse de forme au niveau notamment du situational football, quoi. C'est surtout ça, moi, j'ai martelé ça dans le podcast avec Hugo et Matt pendant toute la saison. Le situational football, ça va plus du tout. C'est-à-dire les trucs les plus basiques sur lesquels Bill Belichick a toujours gagné un avantage par rapport aux autres équipes en vraiment martelant toutes les semaines aux joueurs, quand il y a telle situation, il faut faire ci, il faut faire ça. Et les joueurs le disaient, ils étaient préparés. Quand il y avait un truc qui se passait, où ils devaient prendre une décision dans une split second, ils savaient tout de suite ce qu'il fallait faire parce qu'ils y avaient été préparés. Et tous ces trucs-là, en fait, avec les changements de staff ces dernières années qui n'ont pas été remplacés, ça a fini par faire un effet boule de neige et les joueurs, en fait, étaient perdus sur le terrain. Et en défense, ça allait à peu près parce qu'en défense, on a toujours eu de la continuité, toujours une capacité à drafter, en free agency, à injecter du talent. Ça n'a jamais été un problème en défense. Par contre, en attaque, l'attaque a été complètement négligée sur plusieurs intersaisons de suite. Et ça aussi, on l'avait dit, au bout d'un moment, ça va se payer parce que c'est même pas que les autres équipes deviennent plus fortes, c'est nous, on devenait moins forts. Et donc, du coup, à partir du moment où au niveau des receveurs, au niveau de la ligne, on n'avait pas assez de profondeur et on n'était pas assez fort. Quand en plus de ça, on tombe sur une année où on a un calendrier compliqué et qu'on a en plus enchaîné les blessures catastrophiques à certains postes clés, ça ne pouvait que se terminer comme ça. Et comme PA, moi j'étais plutôt optimiste, je me disais, allez, un bilan à 8-9 ou à 9-8, ça sera super bien. Ça serait vraiment le max qu'on peut faire, mais c'est atteignable avec Bill Belichick, après tout, normalement c'est atteignable, sauf que là en fait, les problèmes accumulés ces dernières années ont été tellement importants et ils ont fini par laisser tellement de traces que en fait ça a fini par casser complètement et arriver ce qui est arrivé, quoi, après. Puis quand tu vois que tu perds 34-0 face à des Saints chez toi en journée 5 après avoir fait les 5 matchs difficiles, ouais. Tu perds contre Las Vegas qui n'était pas le meilleur Las Vegas, que tu perds contre les Commanders qui, bon ok, mais c'est surtout tu mets pas beaucoup de points contre les Commanders. Indianapolis, je me rappelle du match c'était en Allemagne si mes souvenirs sont bons, c'était très très difficile. Voilà, tu reviens de bye week New York, tu fais rien, ensuite les Chargers tu mets pas un point. Et derrière, tu as la suite des 5 matchs qui sont un peu plus compliqués avec Pittsburgh, Kansas, Denver, Buffalo et les Jets. Ouais, très, très, très compliqué comme saison. Et tu as bien fait de mentionner que contre les Jets en dernière journée, il fallait absolument perdre. Parce que si tu perds pas, je crois que du coup, tu récupères le 4e pick au lieu du 3. Et si tu as le 4e pick, tu as beaucoup d'équipes qui peuvent monter en 3 avec les Cardinals qui n'avaient absolument pas besoin d'un QB comme on a pu le voir. Et là, ça devenait compliqué, ou alors tu lâchais des assets bêtement pour aller récupérer le joueur que tu prenais en comment dire. C'est simple, mais on avait grillé notre principal joker en fait le jour de Noël en gagnant contre les Broncos avec le kick de Shad Ryland qui a kické à quasiment 60%, qui a sorti une des pires saisons d'un kicker starter NFL de l'histoire, et qui et ce jour-là avec le winning field goal, on a vraiment le jour de Noël, enfin moi j'étais livide, hein. J'étais franchement, je disais mince, on a grillé on avait le pick numéro 2 à ce moment-là, et je me suis dit mince, en plus d'être nul, on va louper une occasion en or pour un field goal dans un match vraiment en bois qui servait strictement à rien, mis à part effectivement pour le moral de l'équipe, mais bon, l'équipe savait très bien où elle allait, et c'est vrai que là, ce jour-là, je pense que PA est d'accord, lui aussi il devait pas être bien, hein, parce que et finalement, malgré tout, l'équipe étant tellement nulle, en fait, il fallait avoir confiance dans la nullité de l'équipe, quoi, parce que finalement, malgré tout, ils ont réussi à le faire.
Et ça fait penser un peu, tu disais, ouais, voilà, vous étiez nul et t'es un peu nul même dans le fait d'être nul. Et ça fait un peu penser aux Texans, l'année où ils récupèrent CJ Stroud, où ils auraient pu avoir le numéro 1, le pick numéro 1 de la draft. Et ils jouent le dernier match, on comprend pas pourquoi, ils tentent des choses aux dernières secondes pour avancer absolument. Ils gagnent le match alors qu'ils ont aucune raison de le gagner. Ils auraient pu le lâcher dans les 2 dernières minutes, j'ai plus le score exact qu'ils ont fait. Tu te retrouves avec le pick numéro 2, au final, bien leur en a fait vu qu'ils ont récupéré CJ Stroud avec ce pick et non pas Bryce Young, peut-être s'ils avaient récupéré le 1. Donc t'es bien, mais voilà, là au moins vous êtes bien avec le pick numéro 3. PA, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette saison 2023 ? Non, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Là, tu as pris l'exemple positif pour les Texans. Il y avait quelques années, c'était la même draft que Mac Jones. Du coup, la saison précédente, les Jets gagnent leur dernier match. Et du coup, au lieu d'être first pick, ils sont deuxième et ils prennent Zach Wilson. Et le premier, c'est Trevor Lawrence. Oui. Donc, tu vois, c'est pour ça le fait de... Parfois, et je crois que Jérôme est de mon avis, de dire parfois, c'est bien d'être vraiment nul, de faire pas un reset complet, mais d'avoir un haut choix pour pouvoir repartir mieux plutôt que de stagner pendant 4, 5, 6 saisons. C'est peut-être plus facile à dire quand on est une équipe qui a eu 6 bagues et pour lequel on a eu beaucoup de Super Bowl sur les dernières années, je pense aussi. Mais pour le coup, oui, je pense qu'il y a beaucoup de supporters et de fans qui n'étaient pas mécontents d'être très mal classés, d'être haut placés du coup à la draft. Personnellement, moi je pense qu'en France, même plus généralement hors des États-Unis, la fanbase des Pats était très lucide sur le niveau de l'équipe en fin de saison et comprenait très bien ce qui avait besoin de se passer. Par opposition, j'ai l'impression que la fanbase US, il y en a une bonne partie qui étaient des, entre guillemets, des loyalistes de Belichick et qui en plus se sont sentis confirmés dans leur sentiment par le documentaire qui a été produit par les Kraft. Alors que en fait, on l'a très bien vu sur ces 3 dernières saisons, il fallait qu'il se passe quelque chose et vu que Bill voulait pas déléguer des responsabilités, il y a un moment où on allait arriver à un point de non-retour et où de toute façon le propriétaire était le seul à pouvoir faire le changement et il allait falloir faire quelque chose. Donc moi je trouve qu'au contraire la fanbase des Patriots c'était franchement très lucide sur ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs ça m'a assez surpris. Pour pouvoir tranquillement aller se diriger vers l'intersaison. Vous aviez, comme je l'ai dit au début de l'épisode, une centaine de millions de dollars de cap disponibles, 101 771 054 dollars si on voulait être absolument ultra précis, ce qui laisse beaucoup de marge pour faire des moves, notamment quand tu sais que tu vas drafter un QB en 3. Avant cette off-season de manière générale, est-ce que vous aviez identifié des gros chantiers à travailler ? Romain, peut-être en premier, qu'est-ce que tu espérais voir lors de cette off-season de manière générale ? L'off-season, c'est déjà la priorité, c'était qu'on ait un front office qui soit bien plus progressiste, notamment sur l'attaque. On est tous d'accord, fans des Pats ou pas, que la défense, ça n'a pas été un problème depuis 2013, je pense. Franchement, depuis 2013. Au moins, la défense, ça n'a jamais été un problème. Il y a juste eu une saison et on va quand même au Super Bowl contre les Eagles, mais c'était parce qu'il y avait une avalanche de blessures, c'était circonstanciel, on va dire. Mais la défense, ça n'a jamais été un problème. Et par contre, le sous-financement de l'attaque, même en investissant en fait beaucoup de draft picks en offensive line, pendant plusieurs saisons, on s'est accroché au fait qu'Isaiah Wynn, comme left tackle, ça allait finir par le faire, jusqu'à lever son option de 5e année en 2022 et à jouer toute la saison avec lui, avec un cap hit qui était à plus de 10 millions. Enfin, c'était une hérésie totale et au niveau de son niveau et tout. Mais en fait, ça illustrait bien le problème de Bill Belichick à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de plan de planification au niveau de l'OL et au niveau de certains postes. Et en attaque, il n'y avait pas de planification en OL, en tout cas sur les extérieurs, parce qu'à l'intérieur, ça allait globalement, mais pas de planification pour les receveurs, pas de planification pour les tight ends. Pour les running backs, ric-rac, mais bon, c'est un poste qui de toute façon maintenant est tellement dévalué qu'en fait, on a pu avoir un Ezekiel Elliott quasiment gratuit en free agency. C'était, voilà... en fait, le chantier principal, c'était de trouver un tackle titulaire et ou de garder Mike Onwenu
et ensuite de prendre le meilleur wide receiver possible, puisque de toute façon, on savait que pour le quarterback, ça passerait par la draft, quoi. Donc voilà, c'était priorité, protéger le futur quarterback et trouver des armes offensives, quoi. PA, je vais pouvoir du coup te lancer sur l'intersaison et un peu ce que tu as aimé, parce que je sais que ce que tu as aimé, c'est le début de ce que Romain a parlé, c'est plus au niveau du bord de terrain qu'au niveau de sur le terrain. Tu as aimé cette partie-là de la free agency, toi, notamment? Oui, j'ai bien aimé. On sentait qu'il y avait besoin d'un changement. On fait un changement / continuité, puisque du coup, c'est Jerod Mayo qui prend la suite. Mais on a un coordinateur offensif qui vient de l'extérieur, qui était 4 ans chez les Browns. L'attaque des Browns a très bien tourné, notamment au sol. Ça tombe bien, ça a été une de nos qualités sur les dernières années également, avec des joueurs qui font bien l'affaire, notamment sur le poste de running back. Voilà, ils ont été 3e, 4e ou 5e de la ligue en attaque sous les ordres d'Alex Van Pelt, du coup. Au niveau coordinateur défensif, on fait monter notre coach de D-line, Demarcus Covington, qui a également fait ses preuves là-dessus. Donc c'est bien, il y a une continuité, on sent que les joueurs, ils sont tous derrière. Et ça se ressent sur les re-signatures et les extensions de contrats. Comme l'a dit Romain, on avait la quasi-certitude que Onwenu, on allait le perdre, alors que c'était l'un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur en ligne offensive. Et finalement, on arrive à le re-signer. Donc voilà, il y a ce côté-là très positif du changement, d'une nouvelle ère, et on sent que les joueurs, ils adhèrent derrière. Alors, c'est toujours la même chose, on sait que les joueurs vont adhérer parce qu'il y a des contrats, mais on sentait que les joueurs avaient un peu perdu le fil ou perdu confiance envers le coaching staff de l'année dernière et même des 2 dernières saisons, quand on voit tout ce qui a pu sortir dans la presse, notamment sous les ordres de Matt Patricia en coordinateur offensif. C'est affligeant. C'était Damian Harris, notre ancien running back, qui a joué après chez les Bills, qui a dit que c'était n'importe quoi. Enfin, il faisait remonter ces infos et le Bill Belichick et Patricia, on n'avait rien à faire. Ils étaient obtus dans leurs pensées. Donc voilà, tant mieux. Je pense que ça va être un peu plus sain maintenant dans les vestiaires, au niveau du front office, et voilà, on espère du mieux. Après, au niveau de certains joueurs, j'ai bien aimé moi l'arrivée de, par exemple, Armon Watts à un prix très très bas, 2,2 millions sur un an, qui vient des Steelers. Pour avoir vu les réactions de certains fans des Steelers en France, ils sont un peu dégoûtés de l'avoir perdu. Ça apporte du talent et beaucoup de viande sur la ligne défensive. On l'a pas précisé, mais l'année dernière, la défense contre la course a été une des meilleures de toute la ligue. Ils finissent 3e au nombre de yards et première sur le nombre de yards par course, à 3,3 en moyenne. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. On a su garder nos joueurs. J'ai parlé de Mac Onwenu sur la ligne offensive. On a également re-signé Barmore, notre défensif tackle / D-end, plutôt tackle en défense. Voilà, on va solidifier nos pièces essentielles. C'est plutôt positif, en tout cas de ce côté-là. Et puis pour la partie plus personnelle, je suis très content du cut de Devante Parker, que je pouvais plus du tout voir en pâture. Voilà, je suis ravi de plus le voir porter ce maillot personnellement. Moi, on est deux et on aime plus que ça. On est 3 même. Moi, je l'avais du côté des Dolphins quand il était encore bon, et ouais, je comprenais pas qu'il ait encore un poste, on va dire. Je pense que ce qui est très drôle, c'est qu'à peine arrivé dans sa nouvelle équipe, il a fait bon en fait, flemme, je prends ma retraite. Donc, ouais. J'étais surpris que les Eagles se signent. Après, j'ai vu 3 semaines après, retraite. Oui, ok, je comprends mieux. Non, mais ce qui est terrible avec les gars comme Devante Parker, c'est que il y en a dans tous les sports, et malgré tout, ils sont pas responsables que les équipes veuillent leur donner des contrats. Ils ont raison de prendre l'argent. Hein. Si y a une équipe ou un type qui est en face qui est suffisamment stupide pour aligner l'argent, ils seraient stupides de ne pas le prendre. Mais surtout, le cas des Devante Parker, c'est symbolique de la fin de l'ère Belichick. C'est-à-dire que c'est un contrat que le Bill Belichick, d'il y a 4-5 ans, aurait jamais donné. Il faut se souvenir du contexte. Je vais aller vite parce que c'est pas hyper important, mais ça donne le contexte est important. L'année dernière, on peut signer DeAndre Hopkins, malgré tous les problèmes qu'il avait eu avec Bill O'Brien. C'est quand même Bill O'Brien qui l'avait drafté à l'époque chez les Texans. Il y avait le cash pour le faire venir, c'était pas un problème. De toute façon, il aurait été direct le wide receiver numéro 1. Bon, moi le premier, ça sera bien, mais ça changera pas la face de notre attaque. Mais ça sera bien, parce que ça aidera. Il se trouve qu'on préfère
re-signer Devante Parker que faire venir DeAndre Hopkins, donner une augmentation en plus à Devante Parker plutôt que de s'aligner sur Hopkins, ça avait aucun sens au niveau de ses performances sur le terrain et puis même de son statut dans l'équipe. Et il suffit de voir les réactions en après-match quand il faisait des erreurs ou quand les journalistes venaient le voir pour une réaction. Par exemple, à un moment, clairement, il fait exprès sur un catch en sideline de pas faire l'effort pour une passe de Mac Jones. Et après le match, quand les journalistes lui posaient la question, et en plus pas en l'agressant, hein, vraiment, les journalistes des Pats, généralement les beatwriters et compagnie, ils sont quand même plutôt soft et c'est plutôt un bon groupe. Et lui, il fait ouais, non, je sais pas. La balle, elle était pas précise. Et par contre, c'était le premier à dire que Bailey Zappi, il lançait des bons ballons. Donc on a très vite compris qu'en fait, il faisait partie de ceux qui, pas voulaient saboter Mac Jones, mais très clairement, il faisait partie de ceux qui en avaient absolument rien à faire. Ils étaient là pour prendre le chèque, c'est pas grave. Donc effectivement, comme l'a dit PA, heureusement qu'il est plus là. Et que... Bon départ. Ouais, c'est franchement... Il n'y en avait pas beaucoup de joueurs problématiques dans le roster, parce que quand même, Belichick a toujours fait attention à ça. Mais cet attachement à Devante Parker, c'est quelque chose que personne n'a compris chez nous, et même ailleurs dans la ligue. Donc c'est qu'il y avait vraiment un problème. Yes, moi je vais parler rapidement en joueur que j'ai bien aimé, c'est le trio des Commanders qui arrive chez vous, que ce soit le premier Jacoby Brissett en quarterback qui jouera très probablement une bonne partie de la saison, je pense, au vu de parce qu'on parlera de Drake May un peu plus tard. Je trouve que c'est un très bon QB pour faire de la transition, pour apprendre à un QB existant, un jeune QB pardon. Différentes choses à faire et à ne pas faire, que ce soit parce qu'il veut montrer ce qu'il faut faire et parce qu'on le regarde faire et qu'on se dit oula, ça on va pas le faire. Donc je trouve que c'est pas mal pour 8 millions par an, je trouve que ça passe ça dégueu du tout. Ensuite Gibson, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donnera un peu de peps dans cette attaque et que ça peut faire un très bon complément à Stevenson. Donc j'aime bien ce duo. Et ensuite il y a Joey Sly en kicker que du coup je trouve très bon aussi, du moins historiquement. Et Romain, tu parlais tout à l'heure de votre kicker qui avait fait un seul bon match quand vous aviez pas envie qu'il fasse un bon match. Je pense Sly, pour moi j'aime bien Sly, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà un peu les trois petits joueurs que je voulais mettre en avant lors de cette off-season. En plus ils se connaissent, donc ça se trouve ça amènera un nouveau petit groupe dans ce vestiaire, ça peut pas forcément faire de mal. Ouais, Gibson, pareil, très content. Franchement, tarif running back, donc de toute façon, c'était pas un problème. Mais c'est vrai que c'est ce qui manquait depuis la retraite de James White, qui pareil n'avait pas été remplacé. On avait drafté Pierre Strong, qui a fini chez les Browns au bout d'un an parce qu'on avait tellement besoin d'un tackle, on n'avait pas prévu qu'on était obligé de le bazarder pour choper un tackle aux Browns l'année dernière, mais c'est pareil, ça aussi c'était symptomatique. Malheureusement, on se prive d'un joueur qu'on vient juste de drafter parce qu'on a un besoin qui apparaît en urgence. Et puis Sly, je pense qu'il est bien parti même pour gagner la bataille du kicker, parce que vu ce qu'on nous dit des minicamps et des OTAs, Chad Ryland, malgré son changement de routine, ça va toujours pas, c'est inconsistant, c'est pas précis, malheureusement, voilà, les kickers, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, mais c'est un truc que je comprendrai jamais au niveau de la NFL. Il existe bien des bons kickers quelque part dans le monde. Faites des tryouts avec une 50aine de personnes, vous trouverez forcément quelqu'un. Les équipes, la plupart en tout cas, font pas l'effort de mettre autant de ressources qu'elles pourraient par rapport à ce qu'un bon kicker pourrait rapporter. Et ça, c'est quelque chose moi qui me fascinera toujours, franchement. Et en plus, t'es pas obligé d'aller que dans le foot américain. Hein. Tu prends des neufs au rugby, ou tu prends des gardiens, ou peu importe, au foot. On le voit très bien au college football. Pour ceux qui s'intéressent au college football, j'en fais partie. Au niveau des punters australiens, des kickers australiens et compagnie, le college football a pris une approche beaucoup plus avancée là-dessus, avec des résultats qui sont toujours assez disparates, parce que malheureusement les règles sont pas forcément les mêmes, et puis il y a une histoire d'adaptation aussi.
et puis il y a une prise de risque qui est pas aussi financière qu'en NFL, mais enfin le college football a entamé sa transition sur ces postes-là depuis un moment. Ça se voit pas encore en NFL parce que les équipes NFL sont à mon avis trop frileuses justement pour aller sélectionner ce genre de gars-là. Mais ouais, en college football, on voit beaucoup plus de diversité là-dessus. Quoique maintenant, avec le International Pathway Programme, tu peux récupérer des mecs qui viennent de l'international, les mettre dans ta practice squad pour quasi rien du tout. Ouais, d'ailleurs, les Patriots l'ont fait cette saison et j'en suis plutôt content. On a récupéré Jotam Russell. Je sais plus si c'est. Je crois que c'est un. Je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est un Australien. Je crois pas que ce soit un Sud-Africain, je crois que c'est un Australien. En tout cas, on en a enfin récupéré un, donc il va jouer à Edge a priori. Qui a des dimensions à la Josh Uche, donc bon, on va voir ce que ça donne, hein, mais c'est vrai que je suis étonné, par exemple, j'ai pas le souvenir dans le roster qui avait été communiqué qu'il y avait beaucoup de spécialistes au niveau de l'International Pathway Programme. Ouais. Mais je pense que tu peux en trouver à certains moments. Toi, de ton côté, tu as parlé un peu de Gibson, là tu étais en train de parler d'un peu de Sly. Est-ce que tu as d'autres joueurs ou même eux, si tu as envie de les mettre en avant, que tu as bien aimé lors de cette free agency? Ou des joueurs qui sont partis étaient contents, peu importe, excuse-moi de te ce qu'a dit PA était important. On a gardé Onwenu, c'était la priorité numéro 1. On n'a pas fait n'importe quoi en chopant Calvin Ridley. Voilà, merci, parce que vous ne revenez pas. On n'a pas fait n'importe quoi en posant un tarif incroyable sur Calvin Ridley alors qu'on aurait pu le faire. Il était urgent de ne pas s'affoler et de ne pas claquer justement tout le pognon cette intersaison-là, parce qu'on a la possibilité l'année prochaine d'avoir encore beaucoup de cap, plus le rollout de ce qui ne sera pas utilisé cette saison. Il fallait surtout pas se retrouver avec des contrats qui d'ici quelques années seraient problématiques. On a gardé les quelques gars qui étaient bons. On a réussi à re-signer un Josh Uche par exemple pour rien du tout, alors qu'il avait a priori quelques propositions ailleurs pour au moins 2 ou 3 fois plus, quoi. Il a préféré rester là pour 1 an, faire monter sa cote avec Jérôme Maillot, quitte à rester un peu plus. C'est pareil pour Anthony Jennings, qui pareil a été un late bloomer la saison dernière. Il avait commencé à éclore un tout petit peu en 2022, puis là en 2023 avec la blessure de Matt Judon, il s'est imposé quasiment comme titulaire en defensive end. Alors s'il est absolument inutile contre la passe, par contre il se trouve que par les métriques avancées de ESPN ou autres, par exemple, il faisait partie des meilleurs défenseurs contre la course, ce qui était quand même pas une mince affaire, parce qu'on était une équipe qui était beaucoup sur le terrain avec la défense qui se retrouvait à devoir courir après, à protéger le score, à prendre le moins de points possible, parfois dans des matchs à ne concéder moins de 10 points, hein, quand même, et malgré tout ils arrivaient à avoir des stats avancées qui étaient excellentes malgré tout ça. Il y a une petite arrivée, moi, qui me plaît beaucoup au niveau du tarif et au niveau des besoins qu'on avait, c'est KJ Osborne des Vikings au niveau des receveurs, qui, à mon avis, peut faire son trou le temps que Kendrick Bourne revienne complètement de ses croisés. Pareil, Kendrick Bourne, à qui on a fait confiance en le re-signant malgré le fait qu'il se soit fait les croisés. Vu qu'on l'a re-signé sur le long terme, Kendrick Bourne, je serais pas étonné qu'on soit patient avec lui cette saison, et donc ça risque de permettre à des gars comme KJ Osborne de se développer. Puis j'étais aussi content qu'on aille chercher Austin Hooper au niveau des tight ends, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un deuxième tight end à côté d'Hunter Henry, qui est ce qu'il est, qui est surtout une arme en red zone malheureusement maintenant, qui a perdu quand même beaucoup en explosivité, mais qui pareil a préféré rester pour un tarif raisonnable, et lui adjoindre Austin Hooper, c'est franchement une bonne addition. En plus il connaît le système de Van Pelt, donc ça va permettre de faciliter son intégration. Moi c'était ça ce qui me plaisait. Puis effectivement re-signer Barmore aussi, comme l'a dit PA, Barmore c'était essentiel de le re-signer tout de suite, avec quasiment 1 an d'avance, mais c'est pareil, ça fait partie des gars, il fallait les garder, le plus tôt on les paye, le mieux c'est, tout simplement, l'effectif il n'était pas rempli de talent, donc autant sécuriser tout ce qui était possible de sécuriser déjà. Et ensuite, l'écrémage va se faire, de toute façon, vu que c'est une saison de transition, il va se faire tout seul. La free agency la plus importante pour les Pats, ça sera en 2025, de toute façon.
de 2025 où, à l'heure à laquelle on enregistre l'épisode, vous avez 91 millions encore de disponibles avec zéro en dead money et c'est le meilleur cap space pour la saison prochaine avant l'augmentation du salary cap probablement encore une fois. Donc, sans doute. Et il y a encore quelques extensions pour finir là-dessus qui, à mon avis, devraient arriver. J'ai l'impression qu'ils sont... Moi, je disais ça avec Onwenu, que ça aurait dû être fait depuis longtemps si ça devait se faire, mais Matthew Judon et Devon Gocho en défense, par exemple, font partie de ceux qui... Même Jabril Peppers. Mais bon, les safety, c'est un poste un peu sinistré, donc ça sera sans doute moins urgent, surtout vu le tarif qu'on a donné à Kyle Duggar, qui, à mon sens, un peu élevé. Mais Matthew Judon et Devon Gocho en D-line mériteraient de prendre une petite extension et de pousser un peu leur argent, vu qu'ils n'ont plus de garantie sur leur contrat. Ça serait une juste rétribution pour leur service et puis ça enverrait un bon message. Je pense que ça va lancer très bien ce que tu viens de dire, Romain, ça va très bien lancer PA sur les déceptions de cette free agency, puisque tu as parlé notamment de Kyle Duggar, il a souri. Je sais qu'il y a quelques extensions que tu n'as pas trop aimées et que je crois que tu veux partir là-dessus, ou re-signature en tout cas. Quelles ont été tes petites déceptions sur cette free agency, PA? L'avantage, c'est qu'on avait fait l'épisode avec les Colts et du coup, mon discours, il va pas changer. C'est-à-dire qu'on était une équipe fond de tableau, pour le coup. Et du coup, il y a des re-signatures. Quand on est une équipe comme ça, mauvaise sur le terrain, parfois, c'est bien aussi de payer moins ou de pas revenir avec certains joueurs. En tant que fan des Patriots, je veux dire que je vais aimer quasiment tous les joueurs qui font partie de l'effectif, mais Bourne, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, 33 millions sur 3 ans, il revient des croisés. Je suis pas sûr, voilà, ça a pu être de l'argent mis ailleurs. Duggar, pareil, je pense que pour le coup, Duggar, il y a eu une précipitation pour lui à lui mettre le transition de tag. Il devait toucher 14 millions. Donc après, on était un peu dos au mur à devoir lui proposer un gros contrat, 60 millions sur 4 ans, quand on voit le marché des safety. C'est énorme. C'est pareil, j'adore Duggar. Il a ses limitations. Je pense que sur le marché, on pouvait trouver meilleur à un prix un petit peu moins élevé. Mais voilà, après, sur les extensions, pour le coup, je suis pas mécontent. On a su garder des joueurs bien en place. Mais voilà, après, je trouvais que la free agency, ils ont tenté des choses. Mayo, quand il a été intronisé en tant que head coach, il a dit on va burn de cash. Il savait qu'il avait 100 millions, il voulait cramer. Il n'a pas précisé qu'il voulait cramer de manière intelligente. Donc c'est vrai que sur la fanbase, on s'est tous dit bon, on a de l'argent, mais il fait toujours rien. Comme on a dit, je suis content de ne pas avoir signé 35 millions pour Ridley. J'aime bien le joueur, il est bon, mais pour moi, c'était beaucoup trop cher. Donc on n'a pas fait des folies là-dessus. Maintenant, voilà, il y a certains joueurs qui ont quand même été sur des re-signatures un peu trop payés, Duggar, Bourne notamment. Il y a des retours que je comprends moins aussi, Jalen Reagor, mais parce qu'on commence à avoir une receiver room très très fournie. Comme l'a dit Romain, j'adore la signature de Osborne, mais on a maintenant quelque chose comme 10 receveurs quoi, pour 4 ou 5 spots. Donc il va falloir faire des coupes et j'espère pour le coup qu'Osborne lui va rester et que malheureusement pour lui, Reagor va faire ses valises, même s'il est bon en kick return. Il nous a mis un touchdown l'année dernière. Je pense qu'on a d'autres joueurs dans l'effectif, notamment le retour de Marcus Jones, qui pourrait servir justement sur les retours de coup de pied avec la nouvelle règle. Donc voilà, il y a eu des bonnes signatures, il y a eu aussi de la précipitation sur certains joueurs, j'ai trouvé. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Romain, de ton côté? Est-ce que tu as des déceptions sur cette free agency? Comme l'a dit PA, Duggar, le tag, déjà, je faisais partie de ceux qui comprenaient pas trop, honnêtement. Parce que, en fait, comme l'a dit PA, ça nous forçait de toute façon à le repayer derrière, parce qu'en fait, on pouvait passer la saison avec Duggar sur le tag à 13 millions et quelques, mais enfin, ça faisait un peu cher, mais après tout, bon, ça nous a engagé que sur une saison, vous pouvez toujours éventuellement le trader si jamais il y avait une équipe qui était en catastrophe, qui avait besoin, voilà. Mais, en fait, le problème, c'est que Duggar, en 2023, on a essayé de lui faire plus de choses et le staff s'est vite rendu compte qu'en fait il ne pouvait pas
être Devin McCourty. Il y a peu de gens qui peuvent être Devin McCourty. De toute façon, c'est un generational player. De toute façon, il a peut-être pas été reconnu à sa juste valeur au niveau des All-Pro et compagnie, mais il n'empêche que Devin McCourty faisait tellement de choses sur le terrain que son départ, en fait, ça a laissé un grand vide. Et attendre de Kyle Duggar, qui était quand même plutôt un safety dans la boîte, d'être capable de courir plus de terrain, c'était quelque chose qui était envisageable, mais on s'est vite rendu compte sur la saison que c'était pas dans ses qualités, qu'il était perdu. Et le problème, c'est qu'il est redondant avec ce que faisait Jabril Peppers, qui lui était dans le rôle Patchung depuis 2 saisons, qu'il fait très bien, qui sort d'une saison incroyable, avec qui on avait re-signé un petit peu, mais on s'était pas engagé sur le long terme. Il n'y avait pas d'urgence à re-signer Duggar pour autant, alors qu'on avait déjà Peppers plus ou moins dans le même rôle. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à utiliser Duggar dans un rôle qui sera pas celui de McCourty, mais qui va quand même être plus écarté de la boîte? Je sais pas. Surtout que il se trouve que les Broncos ont fini par cutter Justin Simmons, ancien de Boston College, donc de la région, pour économiser du cap. Le choix, il était vite vu. Justin Simmons est le joueur qui remplacerait le mieux Devin McCourty, en tout cas au niveau du rôle. Alors, est-ce que la défense via DeMarcus Covington va un peu évoluer? Sans doute, mais DeMarcus Covington, c'est un pur produit de Belichick. C'est quelqu'un qui est arrivé par le bas des rangs du coaching staff, qui a monté petit à petit. Ils vont être une défense qui sera plus similaire à ce qu'on voyait avec Brian Flores en 2018, par exemple, et qui a gagné au Super Bowl contre les Rams. Mais cette défense-là, c'est pareil, elle était agressive, mais elle avait besoin d'un free safety en cover one. Et ce free safety, c'était Devin McCourty. Je pense pas que Kyle Duggar soit capable d'être le free safety en cover one. Moi, je reste un peu déçu qu'on ait donné autant à Duggar et qu'on n'ait pas cherché à plutôt aller sur Justin Simmons, qui est toujours disponible, qui est toujours pas signé au 29 juin, ce qui est assez incroyable. Mais bon, écoute, il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Ça fait partie des choses. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas au niveau de sa santé, au niveau de l'off-feed, on ne sait pas. Bon, ça fait partie de mes rares déceptions. Le fait de ne pas avoir trouvé une vraie solution en talk tackle, ce qui nous a forcé après à la draft à être un tout petit peu plus agressif, même si au final on verra qu'on l'a pas été vraiment. Il n'y a toujours pas de vraie solution de trouver à long terme au niveau des tackles. Moi, j'ai fait partie de ceux qui étaient prêts à re-signer Trent Brown, parce que en fait, au moins, on aurait eu quelque chose sur lequel on avait de la continuité, au moins on savait ce qu'on avait et ce qu'on n'avait pas. C'est moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est surtout au niveau du tackle, Très bien. Je pense qu'on peut tranquillement, du coup, tu as fait une bonne transition, on peut tranquillement se diriger vers la draft, si ça vous va. Et lors de cette draft, vous aviez plusieurs choix, pas mal, quelques-uns, notamment un 6e tour que vous avez récupéré lorsque vous avez tradé Mike Jones. On n'en a pas trop parlé, mais Mike Jones a été tradé au Jacksonville Jaguars contre un 6e tour, qui au final, je sais pas si c'est exactement ce 6e tour là qui devient c'est celui-là, ok, très bien, qui devient Joe Milton, le quarterback. On pourra en parler du coup. Avec le 3e pick au premier tour, vous avez récupéré Drake May, quarterback de North Carolina. Au 2e tour, avec le pick 37, vous avez récupéré Jalen Polk, receveur de Washington. 3e tour, pick 68, Caden Wallace, offensive tackle. Au 4e tour, Layden Robinson, offensive guard, et Javon Baker, receveur. Au 6e tour, Marcellus Dial, cornerback, et Joe Milton, quarterback. Et au 7e tour, Jaheim Bale, tight end. Voilà la draft. Romain, comme ça, toi tu as dit que tu suivais le college football, donc c'est cool. On va pouvoir du coup parler un peu plus des joueurs, ça fait plaisir. Globalement, comment est-ce que tu sens cette draft? Est-ce que tu trouves que les choix ont été bons? On peut pas, c'est difficile d'évaluer une draft 2 mois après qu'elle ait été faite, vu qu'on n'a pas vu les joueurs sur le terrain. Mais est-ce que tu es content des choix et de la réflexion autour des choix? Ouais, plutôt. Moi, en fait, après, moi, ça fait une dizaine d'années que pareil que je fais un board que je publie sur mon compte pour essayer de montrer un peu
à la fanbase des Pats, ce qui correspond à ce que les Patriots recherchent au niveau des profils des années précédentes. J'avais annoncé que vu la transition qui était faite au niveau du coaching staff et du front office, je partais du principe que comme les scouts et autres étaient sous contrat jusqu'à la draft, ils allaient continuer avec le modèle des années précédentes. Donc j'avais pas de raison de changer à ce niveau-là, et j'aviserai ensuite. Et en fait, j'ai pu me rendre compte que les Patriots en fait ont suivi le modèle des années précédentes quasiment à la lettre. Hein. Il y a eu des reach aux endroits habituels, c'est-à-dire au deuxième, troisième tour, un petit peu par là, voilà, au quatrième. Et mais sinon, la plupart des joueurs correspondent au prototype des Patriots des années précédentes. Moi, ce qui m'a le plus plu, déjà pour commencer, c'est que on a eu nos priorités à l'endroit, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à échanger le pick 3. C'était annoncé depuis des semaines. Jerod Mayo, il avait même pas été très discret, hein. Il avait parlé de Drake May à la réunion avec les coachs en Floride là, qui font chaque année. Il avait dit il avait pas arrêté de parler de Drake May. Il a pas de ceiling. La seule question c'est de savoir quel est son floor. Mais en gros, on avait compris que c'était soit Jayden Daniels, soit Drake May. Mais de toute façon, ils l'ont dit en conférence de presse d'après draft. Ils savaient depuis des semaines que les Commanders sélectionneraient Jayden Daniels, comme ils savaient que de toute façon le choix numéro 1 c'était Caleb Williams. Ils savaient eux aussi du coup depuis des semaines qu'en gros leur choix ça serait Drake May. Ils ont eu des appels des Broncos et d'autres équipes qui ont essayé de monter, les Vikings aussi, mais ils avaient prévenu à moins d'un package avec plusieurs firsts sur plusieurs années, vraiment quelque chose d'indécent, ils avaient aucun intérêt à laisser passer cette chance-là. Et puis parce que tout simplement, si les Patriots et Drake May ça fonctionne pas, et ben ils remettront une pièce dans 2 ans et ils seront de toute façon haut dans la draft une nouvelle fois. Donc si on n'essaye pas, là on saura pas. Hein, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne la draft. Donc il y avait c'est le truc. Le plus important, c'était de prendre un quarterback, le quarterback qui leur plaisait, même si c'était un peu le choix par défaut, puisqu'ils étaient 3e, donc ils pourront toujours dire mais sur leur board, peut-être que Caleb Williams et Jayden Daniels étaient mieux notés, peut-être qu'ils auraient préféré ces deux-là. Bah oui, on ne saura pas, hein, puisqu'ils le diront pas de toute façon. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que donc ils avaient Drake May plus haut que JJ McCarthy, plus haut que Bo Nix et d'autres quarterbacks qui, pareil, pour moi, étaient des projets bien moins intéressants et surtout avec des traits qui n'étaient pas élites, quoi. Enfin, JJ McCarthy, le sample size de ses matchs en college football et de ses responsabilités était très 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 limité, au-delà de l'historique de Jim Harbaugh avec les quarterbacks à Michigan qui est assez famélique, hein. Faut se rappeler de Jack Rudock, des John O'Korn, des Shea Patterson, de Joe Milton aussi qui a joué pour lui pas longtemps parce qu'il était vraiment pas bon, mais pareil pour Bo Nix. Drake May avait l'avantage d'avoir un trait élite, c'est son bras. Mis à part Josh Allen en NFL, il n'y a pas beaucoup de quarterbacks qui ont un aussi gros bras qui peut lancer le ballon vraiment aussi loin. Et ce qui est assez ironique, comme vous l'avez dit, c'est que donc ils ont remplacé Mac Jones par Joe Milton, qui est le seul quarterback pareil de la draft qui a peut-être le bras aussi fort que celui de Drake May et Josh Allen. Puisque Tennessee se faisait appeler Bazooka Joe, donc le surnom parle de lui-même, hein. Mais donc ils ont remplacé parce que Bailey Zappi est toujours pas viré de l'effectif, mais ils ont remplacé les 2 quarterbacks de l'année précédente par 2 quarterbacks qui sont des opposés totales de ce qu'ils avaient. Donc le message est clair, c'était on voulait un quarterback moderne avec un gros bras. Et toi, PA, il me semble qu'au niveau des 2 QB, tu es un petit peu tiraillé. T'en as un que t'aimes bien, t'en as un que t'aimes un peu moins. C'était les 2 joueurs que t'as mentionnés. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Non,
pour rebondir sur ce que dit Romain, je suis content effectivement qu'on n'ait pas trade down parce qu'il y avait eu beaucoup d'éléments qui étaient sortis dans la presse. Je pense que la presse avait aussi oublié que le front office avait changé et le coach, le head coach également. Sous Belichick, je pourrais pas dire à 100% qu'on aurait pris Drake May en troisième. Peut-être qu'il aurait trade down ou peut-être qu'il aurait fait une folie en prenant un défenseur, par exemple. Mais voilà, tu mets un nouveau coach, un nouveau head coach en place, et ben il joue la sécurité. Je vais parler d'abord sur le négatif. Je trouve qu'on a été un peu passif sur cette draft dans le sens où on n'a pas essayé de monter. Ni de descendre d'ailleurs, je crois qu'on est resté si pour Paul qu'on était descendu un peu, mais voilà, on n'a pas essayé de monter un petit peu pour prendre un joueur qui était peut-être un petit peu plus haut dans notre board, donc on a un peu laissé couler la draft à nous. Je trouve ça un petit peu dommage. Après sur les choix du joueur, moi je l'avais dit aussi sur l'émission avec les Colts, je suis assez fan d'Adonai Mitchell. Quand j'ai vu qu'il était dispo encore en deuxième tour, je l'espérais. On part sur un autre joueur, sur un autre receveur. Bon, bah, je vais le suivre, du coup. Je vais être derrière lui. Joe Milton, je suis moins convaincu dans le sens où il a des limitations. On a vu sur les OTS, sur le jeu de jambes, c'est catastrophique, c'est infâme. Il a un gros bras, mais c'est tout ce qu'il a. Même en lecture de jeu, c'est pas bon, quoi. Donc je sais pas pourquoi on le prend. Est-ce que c'est pour être sur le QB3 et du coup faire travailler la défense parce qu'il a un gros bras, ça peut rappeler Drake May. Je sais pas. En tout cas, le côté positif de prendre lui et May et Brissett, c'est qu'ils vont avoir des profils assez similaires. Le fait que ce soit des quarterbacks qui ont un bras solide et qui sont aussi mobiles dans la poche. Voilà, au moins ces trois quarterbacks ils sont identiques là-dessus. Donc c'est bien, comme on l'a dit aussi dans les émissions précédentes, d'avoir des QB qui se ressemblent pour les plans de jeu, pour la préparation, pour tout ça. S'il y en a un qui se blesse, on n'est pas obligé de refondre totalement le plan de jeu pour s'adapter au QB. Donc ça c'est le côté plutôt positif. Le côté que j'ai trouvé très positif, c'est qu'on sait que les Patriots sont en reconstruction et que pour le coup ils n'ont pas forcé des pics. Alors Kadian Wallace, il est peut-être un petit peu forcé parce que il a joué à droite, on veut le faire jouer à gauche. On va voir ce que ça va donner. On a toujours Okorafor qui est pour l'instant annoncé comme titulaire, on va voir son niveau. Mais on sait que de toute façon il nous faudra 2 drafts minimum pour reconstruire totalement l'offense qui a été laissé un peu à l'abandon, soit volontairement, soit avec des choix en free agency ou en draft qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà, on est parti du principe qu'il nous fallait un QB, un receveur sur les 2 premiers. On n'a pas bougé de ça, on a pris les 2 qui étaient le plus haut dans notre board. Alors, en tout cas, au moment où on les a choisis. Et ensuite, on s'est occupé de la ligne offensive. L'année prochaine, si on est encore haut dans la draft, je presque persuadé, sauf si on a un très bon tackle à la free agency, mais si on n'en signe pas, je reste persuadé que sur les 2 premiers tours, on va prendre une ligne offensive sur le premier ou sur le deuxième. Donc voilà, c'est une construction qui me semble intelligente parce qu'on sait qu'on va être sur du moyen terme. Après, sur les joueurs, Javon Baker, il a déjà fait parler de lui sur un live Instagram quand il a été choisi en disant que il allait faire lever même les gens en fauteuil roulant. Bon, on va voir ce qu'il va faire sur le terrain. Il semble avoir énormément confiance en lui, donc c'est cool pour un receveur. Je trouve ça toujours marrant. Marcellus Dial, ça a l'air d'être un mec assez physique, très bon en vitesse, moins bon sur on va dire les pas chassés, sur la vitesse de côté. Donc pour un corner, on verra ce que ça va donner. On a aussi un très bon coach des corners, donc on va voir si on peut le développer sur 1 ou 2 ans. Et puis, écoute, dans 7e tour, James Bell, on avait besoin d'un tight end, parce que pour l'instant, on n'avait que 2, il me semble, sur la depth chart. Donc voilà, on en rajoute un 3e, on va voir ce que ça va donner, on prend pas de risque, si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas, c'est un 7e tour, donc next. Ouais, pour rebondir sur ce qu'a dit PA, c'est pareil, moi aussi en fait au niveau du process, la seule chose sur laquelle je pourrais chipoter sur cette draft, c'est le fait qu'en fait à mon sens, on aurait dû prendre l'offensive tackle avant le receveur. C'est mon seul regret de cette draft, parce qu'en fait, on avait insisté là-dessus dans le podcast de pré-draft avec Hugo, de dire par rapport donc à mon board, par rapport à ce que j'avais vu, par rapport à ce qu'on voyait des consensus mock draft même, il y avait beaucoup d'offensive tackle, beaucoup de bons offensive tackle d'ailleurs je devrais dire plutôt, mais ensuite comme on savait qu'il y avait un tel besoin au niveau de la ligue, ils allaient partir vite. Donc en fait on savait que les receveurs c'était un groupe qui était beaucoup plus éparse et où il y en aurait toujours à n'importe quel moment de la draft. Donc par l'urgence, vu notre niveau et vu nos besoins,
Et vu ce que la draft nous présentait, c'était plutôt de prendre le tackle en premier pour être sûr d'en avoir un avec un niveau assez respectable. Et ensuite, on pourrait prendre le receveur. Il serait moins bon, forcément. Mais la différence de niveau entre le tackle, et c'est surtout en fait pour ça que je fais mon board, en fait, c'est pour essayer de voir la différence de niveau entre un joueur qu'on pourra prendre à un endroit par rapport à un autre endroit. Et la différence entre le tackle qu'on aurait pu prendre en 37 et le tackle qu'on aurait pu prendre en 68, elle était quand même tellement significative qu'à mon sens, on aurait dû prendre le tackle en 37 et le receveur en 68. Et malheureusement, on a fait l'inverse. Alors, on le saura que dans 2-3 ans si c'était la bonne décision, mais moi, j'aurais plutôt sélectionné Patrick Paul de Houston en 37 et Jalen McMillan, le coéquipier de Jalen Paul qui est à Washington en 68. Je pense que c'était plus safe. Après, il y a eu 5 tackles qui sont sortis entre vos 2 picks, et dont Patrick Paul qui était je crois le premier à sortir après votre receveur à 55 chez nous à Miami. Après il y a eu un petit rush et vous vous êtes retrouvé un peu avec ce qui restait. Et c'était entièrement prévisible, hein. C'est pas moi qui suis plus intelligent que tout le monde, hein. C'est les mock drafts, si on regardait la liste des équipes, si on regardait l'historique, même ce que la draft présente, c'était prévisible c'est comme la météo, hein. On fait des simulations, on regarde, et en fait la plupart des tackles ils tombaient très vite parce qu'il y avait un tel besoin, donc c'était sur ça qu'il fallait taper en premier, il fallait en profiter. Et les receveurs, il y aurait toujours moyen de soit d'en choper un l'année prochaine, soit les tackles, c'est toujours compliqué pour la transition en NFL, hein, de toute façon, parce qu'il y a tellement peu d'entraînement avec les pads, il y a tellement de différences entre les schémas offensifs en college football, au niveau en fait il n'y a quasiment pas de pass protection, il n'y a quasiment que du run block, donc il y a quasiment tout à apprendre en pass protection, donc Elliott Wolf apparaîtra peut-être comme un génie d'ici 2-3 ans, mais il y aura pas à mon avis de juste milieu en fait. C'est soit il sera un génie, soit il sera un bouffon quoi, par rapport à ce pic là, parce que l'explication de dire que il jouait à droite, Kedan Wallace donc jouait à droite parce que c'était son coéquipier de Penn State qui part au premier tour, Fashanu par avant. S'il jouait à droite, c'est parce que son coéquipier était tout simplement indéboulonnable à gauche. C'est un argument qui peut s'entendre, hein. Pour 2025, par exemple, il y a ce cas qui va se poser avec les 2 tackles de LSU, par exemple, avec Will Campbell et Emory Jones. Il risque d'y avoir en fait le même paradigme, c'est-à-dire qu'en fait les deux sont très bons. L'un est une recrue 5 étoiles, l'autre est une recrue 4 étoiles pour l'anecdote, mais les deux sont très bons. Il risque de se passer la même chose, c'est-à-dire qu'en fait les gens vont chercher à savoir alors qui est le meilleur, est-ce que c'est celui qui joue à gauche, est-ce que c'est celui qui joue à droite, et en fait pour Elliott Wolf, il fait partie de ceux qui pensaient que par exemple il jouait à droite, mais c'est pas parce qu'il était moins bon, c'est simplement parce que l'autre était très bon, il était déjà à gauche, et voilà. Donc on verra si c'est ce qui se passe. Jalen Paul, qu'en 37, moi je trouvais que c'était un chouïa haut, mais c'est pareil, en fait on était un petit peu obligé, puisqu'en fait après il allait y avoir un dip, donc en fait c'est tout pas... Quel que soit le choix qu'on faisait, en fait, comme l'a dit PA, on n'a pas trop bougé au niveau des pics, en tout cas en haut, donc du coup en fait fallait choisir son poison, fallait abandonner quelque chose, donc on a choisi la priorité au receveur, ce qui peut s'entendre, hein, après tout. Après c'est vrai que un autre choix que j'ai pas tout de suite compris, c'était Layden Robinson, donc le garde. Mais en fait, ce choix il s'explique depuis qu'on a appris, donc là il y a quelques semaines, que Cole Strange, notre choix du premier tour de 2022, va louper une grande partie de la saison une fois encore, parce qu'en fait il s'est fait donc c'est pas les croisés, mais en fait c'est le tendon à l'intérieur du genou, ce qu'ils appellent le patellar là. C'est la blessure qui a mis un terme à la carrière de Jérôme Maillot, en tout cas. Donc il le sait mieux que lui-même à quel point c'est une blessure qui est chiante, donc il risque de passer au moins la moitié de la saison sur PUP. Donc s'il joue en cours de saison, ça sera à quel niveau de préparation, à quel niveau physique. Donc en fait on l'a su après, mais donc on s'est retrouvé à devoir faire des pics en prévision d'un joueur qui déjà pareil à l'intérieur sera pas disponible. Puis après, en fait, c'est des choix qui ont été un petit peu dictés par les besoins, mais ce qui était bien, en fait, c'est de voir qu'en fait, la priorité
a été assumé de donner la priorité à l'attaque, qui a été trop peu infusé de talent ces dernières années. Faut voir, 2023 c'était génial. Christian Gonzalez c'était mon cornerback numéro 1. On était tous d'accord pour dire qu'il était génial. Il a été génial dès la première fois où il a mis le pied sur le terrain en pré-saison et en début de saison. Malheureusement, il s'est blessé, coup de pas de chance. Mais par exemple, l'année dernière, on prend encore un cornerback au premier tour, un defensive line au deuxième, et au troisième, ça me revient plus, mais c'était encore un défenseur. Voilà, il fallait absolument du talent en attaque. Et on a pris juste un seul joueur défensif au niveau des cornerbacks, qui était aussi un besoin de toute façon, parce qu'on avait besoin de plus de monde dans la cornerback room. Mais ouais, sinon, c'est une draft qui est cohérente. Et c'est ce qu'on attendait de ce nouveau staff. PA, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette draft ? Ouais, c'était Marté Mapou l'année dernière. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai bien aimé en UDFA le centre Charles Turner qui vient d'LSU, parce qu'on a re-signé notre centre titulaire David Andrews pour une extension, donc il est encore avec nous pendant 2 ans. Il a 31 ans cette année. C'est un capitaine, hein, il a encore un très très bon niveau, et du coup ça va permettre de préparer l'avenir, parce qu'il y a personne en fait derrière Andrews, il y a personne sur le roster, sur la depth chart, il y a vraiment personne en centre de formation. Donc c'est bien pour lui, pour Turner, il a l'autoroute pour lui. S'il déconne pas, ça sera le titulaire dans un peu plus de 2 ans quand Andrews prendra sa retraite. Ouais, un bon exemple de planification faite solidement pour le coup. Parce que je suis totalement d'accord, Turner, vu le peu qu'on a vu de Jake Andrews qui avait été sélectionné au 4e tour l'année dernière, en cours de saison dernière, vu le niveau de l'OL, je pense que ça voulait dire ce que l'équipe pensait de lui, certainement pas un centre, peut-être plutôt un garde. Et donc Charles Turner de LSU, il a le boulevard devant lui pour apprendre avec l'un des meilleurs centres de la ligue, et puis même en plus un coéquipier exemplaire, un capitaine. Ils ont un parcours assez similaire, hein, parce que c'est pareil, les deux ils ont fait un cursus long à la fac, ils ont passé 5 ans, ils étaient capitaines dans une des meilleures lignes du pays, ils sont pas draftés parce que ils sont pas dans le prototype avec les mensurations extraordinaires au niveau, alors qu'en fait on se rend compte que ce sont des athlètes quand même largement corrects, et avec le QI football qui va, et voilà, on verra d'ici quelques années, mais ouais, pareil, je pense que Charles Turner, bonne surprise dans les UDFA. Ouais. On va tranquillement aller pouvoir se projeter vers la saison 2024 du coup. Déjà, avant de se projeter vers la saison 2024, est-ce que vous êtes content de cette intersaison ? PA peut-être en premier ? Ouais, plutôt content. Je crois que je l'ai beaucoup répété pendant l'émission, mais ça va prendre plus d'une off-season. En tout cas, ce qui a été fait actuellement, voilà, avec le peu de temps, parce que c'est pareil, tout ce qui est general manager, ça a été fait un petit peu à la va-vite, parce que c'est Elliot Wolf qui a officiellement pris les rênes de general manager, donc il y a enfin une dissociation entre le head coach et le GM, donc ça c'est plutôt positif. L'offense a été largement considéré, il y a eu des re-signatures sur des contrats pour certains de long terme, donc c'est cohérent à voir du coup ce que va donner la saison et la off-season 2025, mais déjà profitons de la saison 2024 qui s'annonce. C'est déjà bien de ne pas avoir tout craqué sur cette intersaison, parce que tu aurais pu être déçu en ayant tout craqué sur cette intersaison, même en voulant faire un projet à long terme. Romain, est-ce que tu es d'accord avec ce que PA a dit, ou est-ce que tu as un autre ressenti ? Non, je suis totalement d'accord. Le seul bémol, en fait, c'est qu'à mon avis, en fait, on a fait le process à l'envers. On aurait dû prendre le GM avant le coach et faire les choses plus correctement au niveau de la rooney rule, parce qu'on a tourné autour, on a trouvé un petit loophole, une petite qui permettait de contourner la règle. C'est mon seul problème avec ça, c'est-à-dire que on avait, au moment de la dernière extension du contrat de Jerome Mayo, pour le garder, pour l'éviter qu'il parte ailleurs, notamment chez les Vikings où il avait des propositions d'interview, on a inséré dans son contrat une clause comme quoi si Belichick partait lors d'une des deux prochaines intersaisons, donc soit 2024 soit 2025, le plan c'était plutôt 2025 a priori, que ce soit lui le successeur automatiquement.
Et donc, du coup, en fait, à partir du moment où on virait Bill Belichick, où les Kraft viraient Bill Belichick, ils étaient obligés d'employer Jerome Mayo, puisqu'en fait, sinon, ça aurait été contraire à son contrat. Donc, déjà, ça aurait envoyé un mauvais message. Et puis ensuite, ça aurait été, du coup, maintenant, on prend qui? Et puis, du coup, il s'est retrouvé ils se sont retrouvés avec le coach avant le GM. Donc, du coup, après, a priori, il n'y avait pas de problème, Jerome Mayo était rentré dans le coaching staff à peu près au même moment que Elliott Wolf était rentré dans le front office via Bill Belichick. Donc on avait peut-être un tout petit peu peur que Elliott Wolf, ça soit, vu qu'il soit arrivé grâce à Bill Belichick, vu que ce soit quand même, il est arrivé plutôt par népotisme, puisque donc il est le fils de Ron Wolf, qui était une légende des Packers, qui a bossé avec Bill Belichick aux Browns. Donc on s'est dit, bon, est-ce que ça va vraiment changer? Mais en fait, comme l'a dit PA, on a tout de suite vu qu'il y a eu des changements au niveau des prises de décision, au niveau de la free agency, on s'en est tout de suite rendu compte. Ils ont été agressifs, mais ils n'ont pas été stupides. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, on va attendre la draft pour voir, pour confirmer. Ça s'est confirmé, et puis il a été bon. Après, il n'y avait pas de surprise, on savait qu'il serait, et le poste lui serait donné officiellement, mais bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu. Et on a fait le truc un peu à l'envers au niveau des choix, mais bon, au final, on est arrivé à l'endroit où on voulait. Donc bon, on va dire peu importe la forme pour le coup, puisque le fond était bon. Yes. On va pouvoir du coup tranquillement aller se demander pour la saison 2024. Vous avez fait 4-13 en 2023. Le planning a l'air un petit peu plus simple cette année, quoique. Il est quand même un peu compliqué. Il est toujours quand même compliqué, mais l'année dernière il était quand même vachement dur. PA, je te vois que t'es pas d'accord du tout. Pour toi, le planning c'est une horreur encore? Non, c'est pas que je suis pas d'accord du tout. En fait, pour le début 2023, on trouvait le calendrier difficile. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a des matchs en temps normal qu'on aurait gagné. Les Giants, les Commanders, les Colts, puisqu'on finit à 3-4 points avec une attaque ne serait-ce que décente, finalement on gagnait. Et au final, on aurait quasiment été à l'équilibre. Donc en fait, il y a un petit peu, on finit avec 4 victoires, mais en réalité, avec, comme je disais, une attaque qui marquait plus de 10 points, on serait quasiment à l'équilibre. Et là, le calendrier de cette année, on croise avec l'AFC Nord. Oui, l'AFC Nord avec la NFC West. Ça va être bien. Vous avez pas la FC Nord, vous jouez juste. Juste les Bengals. Du coup, c'est la FC Sud. Pardon. Ouais. C'est la FC Sud et la NFC West. Donc voilà, mais. Écoute, pour l'année prochaine, de toute façon, on va encore, comme pour la free agency et pour la off-season, on va regarder ce que va faire l'offense. L'année dernière, l'offense, on a 12 matchs où on met 17 points au moins. Voilà, quand on est en NFL actuellement, en 2023, ce n'est pas possible, c'est pas envisageable d'avoir 12 matchs où on finit à moins de 17 points. C'est 2 TD et un field goal. Et encore, on a Chad Ryland, donc des fois le field goal il passe un peu à côté. Mais voilà, il faut qu'il y ait une progression en attaque, que la défense reste ce qu'elle est avec une augmentation du nombre de sacs, parce qu'on a fini dernier avec 27 sacs, alors qu'on finit 10e de la ligue en nombre de yards à la passe et 4e à la course. Donc voilà, on va avoir des retours de joueurs très importants en défense. Matt Judon qui s'est blessé au 5e match contre les Cowboys, au 4e. Et le retour de Gonzalez aussi, qui était du coup un cornerback rookie qui, vu les 4 premiers matchs qu'il avait fait, pouvait prétendre être rookie défensif de l'année. Donc voilà, il va y avoir une rentrée de talent via la draft de cette année et via nos joueurs blessés de l'année dernière. Il y avait aussi Marcus Jones, qui va peut-être combler aussi un besoin qu'on a sur le poste de corner 2. En fait, je me dis que si on avait eu le calendrier de l'année dernière avec l'équipe de cette année, on pourrait être plutôt optimiste en visant 7-8 victoires. Là, en voyant le calendrier de cette année, je pense qu'on ne sera pas à 4, je l'espère pas, mais au moins 2-3 victoires de plus. Et un point important, on va espérer que ce soit 2-3 victoires à domicile, parce que l'année dernière, on n'a eu qu'une seule victoire à domicile au Gillette Stadium. Donc ça serait bien qu'on ait quand même beaucoup plus de victoires pour que les fans restent bien en place. T'as parlé de 12 matchs où vous marquez moins de 17 points, ou 17 ou moins. Ouais, il y avait 6 matchs où vous mettez moins de 10 points. Ouais, c'est ça, 6 matchs et 2 matchs à 0 points. Ouais.
Et c'est des matchs serrés, tu vois. J'ai oublié, mais les Chargers sont finis à 0-6. Ouais, Enfin, c'est ça. voilà, dans un monde normal, les Patriots ne mettent pas 0 points, ou mettent des points, et gagnent ce match, finalement. Oui. Donc, tu vois, au final, on a un regard un peu biaisé parce que la saison a été horrible avec l'ambiance générale qui était ultra néfaste entre Zappi qui était un poison pour la QB room. Ça a été avéré par d'autres joueurs externes, d'autres joueurs qui ne sont pas QB. Donc c'est tout ça. On va espérer tout ce changement-là, beaucoup plus de sérénité dans le building, et puis on va avancer comme ça. Ouais. Romain, si tu devais donner un chiffre, ou parce qu'on va pas dire un nombre sur le nombre de victoires, un chiffre de victoire, Une espérance. tu partirais plutôt vers quoi à peu près? Et si on est à 7, ça sera franchement bien. Le calendrier est en théorie moins difficile que celui de l'année dernière, mais en fait c'est comment il est organisé qui risque de nous poser des problèmes vu qu'on est une équipe en transition, puisque on prend les Bengals et les Seahawks les 2 premières semaines, et puis ensuite on prend les Jets et les 49ers. 3 de nos 4 premiers matchs sont à l'extérieur. Déjà là, va falloir bien s'accrocher. Si on arrive à en gagner 1 sur les 4, ça sera déjà bien. Ça sera. Et t'as un de tes matchs à domicile dans la saison qui est à Londres. Donc en plus, voilà. Tu te fais un peu avoir. Contre les non, c'est un match à l'extérieur. Non, c'est contre Jaguars. C'est contre les Jaguars. Officiellement, il y a écrit versus. Alors, mais non, je peux t'assurer que c'est un match à l'extérieur contre les Jaguars, ouais, parce que c'est les Jaguars en fait qui ont ce marché-là qui leur est dédié. Alors que l'année dernière, par exemple, le match qu'on a eu en Allemagne contre les Colts était un match à domicile pour nous. Ok. Je suis d'accord, hein, moi je suis juste sur ESPN à regarder, mais non mais t'inquiète. Après moi le truc qui me fait un peu tiquer, c'est que sur les 17 matchs qu'on a l'année prochaine, il y a 11 matchs qui sont contre des équipes qui ont eu un bilan positif l'année dernière. Bon, après il y a les repeats contre les Bills, les Dolphins et les Jets, mais voilà, c'est 11 sur 17. Donc c'est vrai que du coup 6-7 victoires, ça serait bien. Mais en fait, ce qui va surtout importer, c'est comment on va jouer, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'on va afficher des progrès, pas forcément linéaires sur la saison, mais tout simplement, on veut pas revoir la bouillie de l'année dernière. Parce que c'est surtout ça qui était extrêmement frustrant, c'était de voir que semaine après semaine, ça s'améliorait pas, et même c'était de pire en pire. Donc là, ce qui serait bien, c'est tout simplement que l'équipe montre des progrès, qu'elle va dans la bonne direction, et éventuellement que la transition au poste de quarterback puisse se faire de manière assez smooth pendant la saison. Voilà, tout simplement. Cette victoire, ce serait bien. Ouais, et tes matchs les plus simples, entre guillemets, sont à l'extérieur et en deuxième partie de saison. T'as les Titans qui est un des matchs les plus simples de ton calendrier normalement, qui au final, c'est en semaine 9, ils auront peut-être trouvé la solution. Avec vos 2 receveurs que vous vouliez mais que vous vouliez pas en DeAndre Hopkins et Ridley, qui sont allés là-bas. Chicago, semaine 10, pareil à Chicago, ça donne 9 semaines pour Caleb Williams de trouver un peu ses habitudes en attaque et que la défense se remette bien. Et ensuite, après ta bye week en semaine 15, tu joues les Cards chez eux aussi. Donc tes matchs un peu simples sur le papier, tu les joues à l'extérieur, et je pense que c'est un peu compliqué sur cette partie-là, quoi, pour prendre de la confiance. Et surtout, le principal problème du calendrier de cette saison, c'est la bye week extrêmement tardif. Ouais. En week 14, donc qui te sert absolument à rien en tant que franchise qui va pas en playoff. Ça te sert à rien d'être en bye week. Exactement. En fait, à l'époque des grands Patriots de la deuxième dynastie, c'était génial, parce que du coup ça permettait vraiment de poser à peu près au bon moment. C'était super. Par contre, quelquefois quand même ça nous a cassé un peu les jambes, mais on s'est rendu compte qu'en fait même quand on était nul, ça nous cassait les jambes aussi. Il suffit de voir l'immense tôle qu'on prend à la saison rookie de Mac Jones, et qui à mon avis justement est en plus un des moments charnières de la carrière de Mac Jones en NFL, puisqu'en fait en retour de bye week contre les Colts, ils se prennent vraiment, mais contre une équipe des Colts qui était nulle, ils se prennent une tôle au Lucas Oil Stadium. Enfin, c'était
C'était assez catastrophique. Et ouais, les retours de bye week ont été plutôt mal gérés ces dernières saisons. Donc pareil, nouveau staff, on va voir si... Nouveau staff, mais pas vraiment nouveau staff. On va voir si c'est géré, comment c'est géré et si c'est mieux géré. Yes. Bah écoute, ça va conclure tranquillement cet épisode sur les Patriots. Romain, merci encore une fois d'être venu avec nous. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir sur cet épisode. Bah, merci à vous les gars, c'était super intéressant de discuter avec vous. Et donc je rappelle que vous pouvez suivre Romain @PatriotsFrance sur Twitter, et vous pouvez également suivre le pod by Patriots France sur toutes les différentes plateformes d'écoute si vous voulez avoir plus d'avis lors de la saison et que vous avez envie d'entendre un petit peu plus d'avis sur les Patriots parce que c'est votre équipe, ou parce que vous êtes dans la même division, ou parce que vous voulez jouer la semaine d'après ou la semaine d'avant, peu importe, vous avez envie d'avoir des retours. Toujours intéressant de voir les épisodes aussi dans cette lumière-là. PA, merci également. C'est cool d'avoir pu parler de ta franchise sans les tacler, parce que vous étiez plus que moi. Merci à vous deux, c'était cool, ouais. Et ben top. Et on va se retrouver du coup pour le prochain épisode, et cette fois-ci je vais essayer de pas me tromper. Et normalement on va parler des Bengals lors du prochain épisode. Donc voilà, ce sera avec Jérôme. On va pouvoir parler des Bengals dans 2 jours. Et ce sera un bon moment aussi, les équipes qui s'affrontent lors du premier match de la saison entre les Patriots et les Bengals. Ça fera une bonne transition et ça on aime. Du coup je vous remercie à tous qui nous avez écoutés lors de cet épisode. Vous pouvez nous suivre @lefrontoffice absolument partout, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Globalement, c'est là où vous pouvez nous trouver. N'hésitez pas à nous mettre une note sur les différentes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, YouTube Music. Maintenant, j'ai vu qu'il a repris le flambeau de Google Podcast qui s'est arrêté. Donc voilà, si vous avez envie de nous écouter là, on est également dispo sur cette plateforme-là. Donc n'hésitez pas. PA, Romain, encore une fois, merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Et vive le football.